bienvenue dans votre journal de la Méditerranée. Cette semaine encore, nous vous proposons de vous faire vivre ou revivre les événements qui ont marqué l'actualité du bassin méditerranéen. Au sommaire de ce numéro, les trésors cachés du Vatican. Des dizaines d'œuvres attendent d'être restaurées. Nous suivrons le travail des experts et vous verrez qu'ils ont à leur disposition une technologie de pointe. L'emblématique station balnéaire de la Grande Motte, un projet imaginé il y a près d'un demi-siècle par le général de Gaulle. Pourquoi avoir choisi ce site pour développer le tourisme et pourquoi des immeubles de béton? C'est ce que vous découvrirez. Enfin, le centenaire de la naissance d'Albert Camus. Les hommages à l'écrivain né en Algérie se multiplient cette année. Nous vous proposons d'en savoir plus sur sa vie à travers un roman graphique, Camus, entre justice et mer. Mais avant, l'événement de cette semaine en France, c'est la libération, vous le savez, des otages au Niger. Daniel Laribe, Thierry Doll, Marc Ferré et Pierre Legrand, en captivité au Sahel depuis leur enlèvement en septembre 2010, ont retrouvé la liberté. L'occasion de rappeler que 7 Français sont toujours retenus dans le monde, dont 4 en Syrie. Parmi eux, 2 journalistes et 2 photographes qui ont pris des risques pour nous informer. En Tunisie, la situation reste très tendue. Cette semaine, des opérations suicides ont ciblé des zones touristiques du pays. Elles interviennent alors que le dialogue national est enfin engagé. Islamistes au pouvoir et opposition sont réunis à huis clos pour tenter de sortir le pays de la profonde crise politique dans laquelle il s'enfonce. Un signe d'apaisement envoyé à la population, en particulier aux jeunes, car vous allez voir qu'ils ne sont pas prêts à se taire, notamment les artistes qui continuent de militer pour plus de liberté et de justice sociale. Depuis ma naissance, pratiquement, je vis dans une dictature. C'est la pensée unique, c'est le consensus. On n'a pas le droit de penser autrement ou de s'exprimer autrement. Avant, on était obligé de chuchoter si on voulait parler de politique. Maintenant, on peut le dire haut et fort. Oui, il y a un changement à ce niveau-là, mais il y a toujours des tentatives de réinstaurer la peur, de remettre le flic dans la tête. Et les vieux réflexes, ils reviennent, quoi. Nadia, plus connue sous son pseudo Willis from Tunis. Ses premiers dessins, elle les fait sur les barricades. Depuis, son chat activiste commente l'actualité tunisienne. Nadia écrit dans une revue satirique, dans un livre, Chronique de la Révolution, et bien sûr, on la retrouve sur Internet. Après la Révolution, ça a été une explosion. Tout le monde s'est mis à s'exprimer, tout le monde. Je ne parle pas uniquement des artistes ou des intellectuels ou des journalistes. Non, tous les Tunisiens, tous les citoyens, dans les cafés, dans la rue, tout le monde s'exprime, à la radio, de partout. Ça va être dur, quoi, de se taire à nouveau maintenant qu'on a goûté à ça. Malek, rappeur du groupe Armada Bizerta, nous emmène dans un studio de la capitale. Son propriétaire, Najib Habibi, en t-shirt bleu, sera arrêté quelques jours après ce tournage, puis libéré, sans aucune explication. Le petit monde du rap est décidément dans le collimateur. S'il n'y a pas un changement radical d'un système, la rupture avec les institutions, avec une certaine brutalité policière, avec une institution juridique qui opprime, qui est complice avec la police, ça ne va rien changer pour nous. Lina est la blogueuse la plus médiatique de Tunisie, la plus protégée aussi. Une escorte permanente, depuis qu'elle figure sur la liste des 20 personnalités à exécuter, établie en août par les extrémistes salafistes. Pour autant, Lina ne change pas ses habitudes. Rendez-vous au palais de justice avec l'avocat de Walid El-Quinz pour parler de l'affaire du moment et retrouvailles avec des têtes connues venues soutenir un copain qui passe au tribunal. Moi, je ne dirais pas que ce sont seulement les artistes qui sont jugés aujourd'hui, mais les jeunes en général, ceux qui refusent de baisser les bras et continuent à dénoncer ce qui se passe en Tunisie. Le code pénal tunisien et le code de procédure pénale est le même depuis le protectorat français. C'est pas depuis l'indépendance, mais c'est depuis le protectorat français. Ni Bourguiba, ni Ben Ali n'ont eu à le changer. Et il est répressif ? Et il est très répressif. Il faudrait plutôt un code des libertés aujourd'hui en Tunisie. Il faudrait des lois qui protègent les artistes. Le changement d'heure, un sujet polémique en France. Le week-end dernier, nous sommes passés à l'heure d'hiver. Eh bien, en Espagne,
Les députés proposent de changer carrément de fuseau horaire. Il s'agit d'en finir avec la fameuse heure espagnole qui nuirait à la santé de la population mais également à l'économie du pays. À Barcelone, comme dans le reste du pays, on mange à l'heure espagnole. Il est 15h10, on a mangé l'entrée et on attend le plat principal. Une pause déjeuner qui peut durer jusqu'à 3 heures. Du temps perdu, même si la journée commence tôt et se termine tard. Mon mari part à 9h de la maison et il ne revient pas avant 10h le soir. Pour éviter ces journées interminables, un rapport des députés espagnols préconise le changement de fuseau horaire. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne vit à l'heure de Berlin et de Paris. Ils souhaiteraient désormais passer sous le méridien de Greenwich et donc vivre à l'heure anglaise, soit 1 heure de moins. Quand il quitte le bureau à 7h, il sera 6h. C'est pas exclusivement la mesure de retourner sur le fuseau. C'est en combinaison avec la pause brève à midi. Et c'est là que tout se joue. Écourter d'1 heure la pause déjeuner pour alléger la journée de travail, une façon, selon les députés, de relancer la productivité. Cette entreprise a devancé l'appel. Au début, c'était un changement assez difficile parce que on dit est-ce qu'on va arriver à déjeuner en moins de 2 heures. Bon. Et en fait, oui, bien sûr. Donc maintenant, ils déjeunent de 14h à 15h et à 19h, ils peuvent rentrer chez eux. C'est toute la société espagnole qui devra s'adapter jusqu'au programme télé qui, ici, commence très tard, après le journal de 21h. Le monde chrétien honore ses morts. La semaine est au recueillement avec les fêtes de la Toussaint. Les Corses sont particulièrement sensibles à cette tradition. Pendant plusieurs jours, les habitants de l'île se retrouvent en famille et font leurs achats pour entretenir les caveaux. Les explications de Vanessa Fiz. Un drôle de phénomène migratoire a commencé il y a quelques jours. Nombreux sont les Corses installés sur le continent à avoir regagné leur île natale. Où les trouve-t-on ? Dans les cimetières. On vient pour la fête des mères, pour Noël, tout ce qui faisait la vie de nos parents avant, quoi. Ils aimaient bien le jardin, ils aimaient bien le jardin au village, tout ça. Et donc on a essayé de maintenir cette idée de jardin autour de leur tombe. C'est pour ça qu'on plante régulièrement aux saisons, au printemps, on amène des cyclamènes, on amène des petites fleurs. Car ici, honorer les morts est une affaire sérieuse qui commence par un ravalement des tombes et caveaux, suivi du fleurissement incontournable. En la matière, les chrysanthèmes sont quasi indétrônables. Il y a enfin les divers accessoires et les Corses n'ont pas de châtaignes dans les poches. Ça nous fait, une moyenne de 50 €. Faut pas trop regarder non plus, mais vu que on fait comme on peut. Au soir de la Toussaint, il est d'usage d'allumer des bougies pour favoriser le passage des défunts et la communion avec les disparus. Aux côtés des vases, on trouve donc d'autres objets. Plus particulièrement des abris où nous mettons les bougies à l'intérieur, ce qu'on appelle nous des niches en granit. Ensuite, au niveau des vases en granit pour fleurir les tombes et parfois même des Christ pour mettre sur leur caveau. Car bien sûr, qui dit phénomène de masse, dit commerce enthousiaste. Cet hypermarché enregistre 60 000 € supplémentaires de chiffre d'affaires à la Toussaint. Des célébrations religieuses de la Toussaint qui nous donnent envie de vous raconter cette petite histoire. À Rome, un jeune garçon s'est littéralement pris d'affection pour le souverain pontife. En pleine messe, il est monté sur scène et n'a plus quitté le pape François. Impossible de le faire redescendre, vous allez le voir, il a pris ses aises. Une cérémonie comme les autres, un samedi soir sur la place Saint-Pierre. Sur scène, le pape François écoute attentivement la lecture de l'évangile, quand soudain, un petit trublion s'approche de lui. Haut comme 3 pommes, le garçon fait tout pour attirer l'attention du souverain pontife, qui le laisse même jouer avec son crucifix. Et le petit bonhomme se sent tellement à l'aise qu'il intervient même lorsque les invités qui viennent saluer le pape ne sont pas à son goût. Les bonbons des agents de sécurité n'y font rien. Il refuse de quitter l'estrade. Imperturbable, le pape François continue tout de même son homélie pendant que son nouvel ami explore la scène et finit sur le trône de Saint-Pierre. Peut-être le signe d'une future vocation. Et on reste au Vatican. La chapelle Sixtine attire chaque année des milliers de visiteurs venus admirer ce joyau artistique
et en particulier l'œuvre de Michel-Ange, une fresque inaugurée le 31 octobre 1512. Mais ce que l'on sait moins, c'est que pour garder ces trésors intacts, des experts travaillent en coulisses, des maîtres de la restauration qui ont à leur disposition la plus haute technologie. C'est un trésor caché au cœur de la cité du Vatican. Des milliers d'œuvres d'art accumulées par les papes à travers les siècles. Des collections inestimables qui mènent une vie discrète dans les sous-sols du musée. Une première porte, une grille. Nous voilà dans le secret des dieux, la réserve gréco-romaine du Vatican. C'est comme si l'Antiquité avait fait naufrage. Imaginez que le monde classique ait déposé ici des fragments de son existence. Dans cet atelier, une merveille en cours de résurrection, une momie tout juste sortie de la réserve des antiquités égyptiennes. Je fais de la micro-aspiration pour enlever les particules parasites qui se sont déposées sur la surface. Ici, on ne parle pas d'atelier mais de clinique. Les patients sont les œuvres, les chirurgiens des artistes. Ce tableau du XVIe siècle va nécessiter des centaines d'heures d'opération pour être sauvé. On veille sur le patrimoine du Saint-Siège. On redonne aux œuvres leur identité et on les lègue à la postérité. Et pour redonner vie à ces œuvres, le Vatican dispose d'un laboratoire que lui envient tous les musées du monde. Entrée codée et filtrée, nous pénétrons dans le repère des experts qui enquêtent sur l'altération des œuvres. ADN, scanner, ces chimistes disposent de la plus haute technologie. Cette machine permet de voir ce qu'il y a sous la peinture. Ce n'est pas une caméra, c'est un capteur d'image ultra sensible au pixel près. Radiographie d'un ange et pas n'importe lequel, celui qui orne la chapelle du Saint-Sacrement à Saint-Pierre. Des moyens considérables et des techniques ultra modernes pour préserver le patrimoine du Vatican, loin d'avoir livré tous ses mystères. Toujours en Italie, poursuivons notre voyage à bord du Preciosa, ce gigantesque paquebot de croisière. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons fait escale à Gênes. Dans ce 3e épisode, nous retrouvons Catherine, Marie-France et Jean à Naples pour une visite guidée. Second jour d'escale sur les côtes italiennes. Arrivé dans la baie de Naples, à l'horizon, les îles volcaniques d'Ischia et de Capri. Une étape très attendue par Catherine. Je ne sais pas pourquoi, depuis l'enfance, je rêve de Naples. Donc c'est quelque chose... je ne sais pas pourquoi, c'est une ville mythique. C'est le 9 ? À l'intérieur, rassemblement pour le départ en excursion. Tiens, Jeannot, je te mets une petite pancarte. 9. Avec leurs amis, Marie-France et Jean les Marseillais ont choisi la visite organisée. Alors, 9, tiens. En attendant la soirée au casino, c'est parti pour 4 heures de visite chronométrée. Une fois que nous serons dans les quartiers, vous me suivrez de manière à arriver à la petite place San Gaetano. Là, c'est les embouteillages. Ça, c'est à privé. C'est pire que Marseille. Qui abrite un musée de la ville. Ok, andiamo, on y va. Premier arrêt, dans la vieille ville. Oh, tout à la brocante, regarde. Les masques et tout. Ma foi, regardez les rues. Regarde ça. Ruelles typiques, petites échoppes d'artisans. Le dépaysement est total. Ça, c'est à voir, hein. Même si le guide est un peu difficile à suivre. Je lui ai dit de faire un peu moins vite, hein, parce qu'autrement on n'y arrive pas là. Nous sommes arrivés à la Piazza San Gaetano. Marie-France n'en perd pas une miette. Et elle n'est pas au bout de ses surprises. Visite d'une ville souterraine, dont la partie la plus ancienne date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mon Dieu, ça paraît incroyable. On pense qu'ici, il y avait les trésors de la ville. C'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. On ne s'y attendait pas. C'est pour ça que c'est bien de prendre des circuits comme ça, quoi, disons. Parce qu'ils vous font voir exactement ce qu'il faut voir. Voilà.
C'est comme les sentons sont là. Descendez vers la gauche. D'accord, merci. On revient ici. C'est ici qu'elle nous prend à 2h25. Quartier libre pendant une demi-heure. C'est ça les... Ah, c'est là les sentons. Oh, bonjour. On peut regarder? Merci. Juste le temps d'acheter un souvenir. Napoli. Je fais la collection des masques. Alors, partout où je vois des masques, j'achète. Et il faut déjà repartir. Il reste 3 minutes. 3 minutes, hein? Aïe, aïe, aïe. Bilan positif pour Marie-France et Catherine. C'est une rue qui est vraiment typique. Mario et sa femme ne sont pas très convaincus. Vous savez, j'étais maçon, et des pierres, j'en ai vu, des voûtes, tout. Que c'est beau, que c'est beau. Allez, la photo. Dernier arrêt, une vue imprenable sur le Vésuve, un volcan au sommeil depuis 69 ans. Retour au bateau. Ces retraités peu habitués au voyage quittent Naples avec l'envie de découvrir un peu plus l'Italie. Demain, après une nuit de traversée, le bateau accostera en Sicile. Et on reste en mer pour parler de protection des cétacés, trop souvent victimes de collisions avec les bateaux, de la définition de nouvelles aires marines protégées en Méditerranée et enfin de plaisance. Le Salon international du multicoque a choisi la Grande Motte comme port d'attache. Un tour d'horizon proposé par Vanessa Fize. La Méditerranée a beau représenter 1% des mers et océans du monde, elle concentre à elle seule un quart du trafic maritime mondial. C'est dire si la population de cétacés installée dans le bassin est menacée. Depuis 3 ans, l'association Souffleurs d'écume milite pour la protection de ces animaux. Elle fait la promotion du système REPSET. Il permet de signaler en temps réel la situation des baleines. 10 bateaux de compagnies maritimes françaises qui vont en Corse en sont équipés. Nos clients sont des gens qui traversent pour aller en Corse. La Corse est une île protégée. Eh bien, nous protégeons la mer qui nous permet d'aller dans cette île. Les souffleurs d'écume espèrent convaincre de la même façon les autres pays riverains de la Méditerranée. Protéger les cétacés, c'est bien. Protéger les mers et océans, c'est encore mieux. Réunis à Ajaccio, une quinzaine de pays ont adopté samedi dernier une déclaration en faveur de la création de nouvelles aires marines protégées pour que celles-ci constituent 10% des espaces marins à l'horizon 2020. On est actuellement à 3%. Les États-Unis, le Canada, la Russie, l'Islande, la Norvège ou encore le Japon, qui n'avaient pas envoyé de ministre, n'ont pas signé cette déclaration. Si les transports de marchandises polluent, la plaisance ne pose pas autant de problèmes. Le Salon international des multicoques s'ancre en Méditerranée. Il se tiendra désormais tous les ans à la Grande Motte et non plus en alternance avec le littoral atlantique. Une bonne nouvelle pour les constructeurs locaux de catamarans et trimarans. Pour nous, c'est une opportunité qui est unique. Donc les gens, des visiteurs viennent au salon, ils voient nos bateaux. Si ça les intéresse, ils peuvent aussi voir le chantier qui est juste en face. Et ça, vraiment, il n'y a pas d'autres endroits où on peut faire ça. Le prochain salon est programmé du 23 au 27 avril 2014. Et la Grande Motte, justement, la station balnéaire aura bientôt un demi-siècle d'existence. C'était le rêve du général de Gaulle qui voulait démocratiser les vacances. Et vous allez voir que ces immeubles de béton en forme de pyramide sortis du sable dans les années 60 ne font toujours pas l'unanimité. Depuis plus de 40 ans, elles accrochent le regard et ne laissent personne indifférent. Hérésie architecturale pour certains, station visionnaire pour d'autres, les pyramides de béton de la Grande Motte vont bientôt fêter un demi-siècle d'existence. Mais pour l'un des architectes, qui a construit une dizaine de ces bâtiments, la Grande Motte, c'est tout autre chose. Une terrasse, du soleil et l'occasion chaque matin de tutoyer la mer. Toute heure de la journée, c'est une espèce de sérénité. On se sent bien ici. En 1967, quand le général de Gaulle visite la future station de la Grande Motte, il n'y a rien. Des marécages infestés de moustiques. C'est pourtant ici que le gouvernement lance de grands travaux à l'heure du tourisme de masse. Il faut retenir les Français qui filent pour leur congé vers l'Espagne et leur bâtir des stations de vacances. Le tourisme, les loisirs sont une part fort importante de la civilisation moderne. Le projet de la Grande Motte est confié à un architecte, Jean Balladur, cousin d'Édouard, qui s'inspire des pyramides mayas et qui soulève une vague de protestations. Certains crient au désastre, on parle de Sarcelles-sur-Mer ou de béton-plage. Au départ, il y a eu une certaine hostilité
parce que c'est un paysage évidemment nouveau et étrange qu'ils ont vu surgir sur les sables de la Grande Motte. Et puis, de proche en proche, ils ont retrouvé une ambiance qui soit une ambiance vivante, et la Grande Motte vit très bien actuellement. Dès la fin des années 60, les premières pyramides et les terrasses avec vue sur mer sortent du sable. Un chantier pharaonique, le rêve de tout architecte, les appartements s'arrachent. Aujourd'hui, la station passe de 10 000 personnes à l'année à plus de 100 000 touristes l'été. Des pyramides toutes différentes et de nombreux studios cabines. Ils ont parfois un peu vieilli, mais sont encore très recherchés et ils font toujours autant parler. On adore. Oui, c'est là. Parce que chez nous, on voit pas ça. C'est pas cubique, tout est arrondi, il y a des formes et tout. Autrement, il y a des cubes partout. C'est des HLM, là, on peut pas appeler ça HLM. Je trouve ça sympa. Ça vous plaît pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous heurte là-dedans? Il y a trop de béton. Car malgré de nombreux espaces verts, le béton est partout. Trottoirs, passerelles, immeubles, faciles à travailler, peu onéreux, il est propice aux constructions pour le tourisme de masse. Et vieillit bien, à en croire notre architecte. Il était difficile, pour ne pas dire impossible, d'imaginer une station sans qu'il y ait du béton. Le béton, c'est sûrement un des meilleurs matériaux. Il y a des stations qui se sont faites en agglo. Il n'y a qu'à voir la façon dont ils ont vieilli. La Grande Motte, on vous dirait, c'est construit depuis 10 ans. Vous verriez une différence? Je ne crois pas. Et ce patrimoine architectural, la Grande Motte entend désormais le valoriser. En 2010, la ville a été classée patrimoine du XXe siècle. On va s'arrêter là pour voir cette grande pyramide. Des visites thématiques sont organisées pour décrypter le centre-ville. Tout est caché, les écoulements d'eau, etc. Tout est présent, mais tout est caché, tout est décoré de façon à ce qu'on oublie le côté pratique. Les gouttières, par exemple, on ne les voit pas, c'est caché, voilà. Découvrir autrement les parcs, le port et même le clin d'œil de l'architecte à son président. Un hommage au général de Gaulle. Il a construit ces nez sur les balcons qui sont le profil du général. Pourtant, ces dernières années, la municipalité s'éloigne de la volonté du général qui voulait démocratiser les vacances. Plus d'hôtels haut de gamme, un port qu'elle souhaite agrandir. La ville s'adresse désormais à une clientèle plus aisée. Un défi à relever pour les prochaines années. Autre page d'histoire de la crise du canal de Suez en Égypte à l'enlèvement du Marocain Mehdi Ben Barka à Paris. C'est l'heure du rétrozap de la Méditerranée. Comme vous le savez, cette rubrique revient sur des événements dont c'était la date anniversaire cette semaine, des images d'archives que l'on doit à l'Institut national de l'audiovisuel. Et on commence par la prière mondiale pour la paix à Assise en Italie. Toutes les confessions étaient réunies, c'était il y a 27 ans. C'est sans doute le moment le plus spontané, le plus sympathique, pourrait-on dire, de cette journée de prière pour la paix à Assise. Jean-Paul II à pied dans les rues de la ville, entouré et suivi par les 150 représentants des 12 religions qui ont adhéré à cet appel en faveur d'une trêve dans le monde entier. Nous espérons qu'aujourd'hui les armes se sont tues, a dit Jean-Paul II dans une brève allocution. On a entendu le grand rabbin de Rome, on a entendu une délégation de musulmans. On a vu aussi l'un des chefs de la religion indo-américaine fumer le calumet de la paix, image nostalgique du temps où la guerre se faisait entre tribus et non pas entre États ou mouvements révolutionnaires. Sur terre, l'offensive israélienne fonçait à travers le désert du Sinaï en direction du canal. Sauf sur quelques points, la résistance égyptienne n'offrait pas d'efficacité véritable. Dès les premiers engagements, l'armée israélienne avait manifesté une supériorité écrasante. La défense égyptienne dans la péninsule s'effondrait. Nasser même rappelait ses troupes en désordre de l'autre côté du canal, pendant qu'Israël affirmait sa victoire. Mais le problème du Moyen-Orient attend encore sa solution. Ce jour-là, le leader marocain d'opposition, Mehdi Ben Barka, a rendez-vous avec un étudiant marocain résidant à Paris, Tami Azmouri. Avec lui, il va se rendre à Saint-Germain-des-Prés où il a rendez-vous avec le cinéaste Georges Franju. À Saint-Germain-des-Prés, les deux hommes vont au drugstore, consomment quelques instants, puis sortent. Et il est 12h15, les hommes sortent, 3 hommes sautent sur Med Barka, le mettent dans une voiture et se sauvent par la rue de Rennes.
Dans des ateliers presque vides, jusqu'à la dernière minute, les petites mains sont restées pour coudre, ourler, surpiquer. Dernière commande à honorer, le cœur gros. Ce soir, le 5 avenue Marceau baisse le rideau. Car ici, c'est écrite depuis 1962, date de la création de la maison avec Pierre Berger, le Pygmalion, l'une des plus belles pages de l'histoire de la couture. 40 ans de création dans la douleur, pour ce couturier timide et réservé, à l'âme tourmentée. Pour moi, c'était un déchirement. Et je suis très triste, très seul. Les adieux déchirants à une vie pleine de la joie de créer la garde-robe de la femme contemporaine. Yves Saint-Laurent était né à Oran, ce qui nous amène à Albert Camus, un autre natif d'Algérie. Il aurait eu 100 ans cette année. Un roman graphique lui rend hommage de son enfance dans un quartier populaire d'Alger à sa carrière d'écrivain, en passant par ses multiples engagements littéraires et politiques, notamment en faveur des indépendantistes algériens. José Lanzini revient sur sa vie dans un album intitulé « Camus, entre justice et mer ». Albert Camus et José Lanzini, une relation qui dure depuis plus de 20 ans. Un pays commun, l'Algérie, une passion commune, l'écriture, et bien plus que cela. Ce modèle, Camus, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui encore quelqu'un de vivant, quelqu'un de présent. Même quand on lit des bouquins de Camus qui ont 50 ans, on retrouve des phénomènes d'aujourd'hui, on retrouve des questions qui nous préoccupent aujourd'hui et pour lesquelles il nous aide à trouver des solutions. Il y a Albert Camus, l'enfant, l'adolescent, plongé dans le monde du silence. Un appartement à faune où les mots échangés sont rares. Ta mère et ton oncle un peu muets et analphabètes. La grand-mère sévère, économe de parole. Et il va vivre dans ce monde du silence et ça va faire en sorte qu'il est très introspectif et c'est quelqu'un qui va rechercher à travers ça une morale simple, en fait, la morale de la rue. Comme il le dit, ça n'est pas dans les évangiles ni dans le capital que j'ai appris la philosophie et la morale, mais c'est dans la rue. Et puis, il y a Albert Camus, l'écrivain, qui n'avait peut-être pas pris la mesure de la révolte algérienne jusqu'aux événements de Sétif. Quand il y a ces fameux événements de Sétif qui vont causer la mort d'une centaine d'Européens et de 30 à 40 000 Algériens, Camus va écrire un article dans lequel il dit explicitement j'ai lu dans un journal du soir que 80% des Arabes veulent devenir français. Je dirais plutôt qu'ils voulaient le devenir, mais qu'ils ne le veulent plus. On est en 1945. Donc il perçoit très bien qu'on commence à être au bout du bout. Ça va être difficile de revenir en arrière. Camus l'homme, Camus l'écrivain, et grâce au dessin de Laurent Gnoni, un dessinateur niçois, une ambiance, une atmosphère pour découvrir ou redécouvrir Camus et son œuvre. Une œuvre empreinte du soleil de Méditerranée dont on ne se lasse pas. La semaine prochaine, c'est Grégoire Bouscambert qui vous accompagnera pour un nouveau journal de la Méditerranée. On se quitte avec des images de l'Etna en Sicile. Le plus haut volcan d'Europe est en éruption depuis une semaine. Une éruption qui n'a pas entraîné d'évacuation. De très belles images. Passez un très bon week-end.